Jour de fête nationale ici en France, en ce 14 juillet, le traditionnel défilé a eu lieu sous le signe du 80e anniversaire de la Libération. Mais l'olympisme était également à l'honneur pour cette édition 2024, à moins de 2 semaines des JO de Paris. La clôture du défilé militaire qui a eu lieu avenue Foch et non avenue des Champs-Élysées en raison justement des JO a d'ailleurs été consacrée aux valeurs communes entre les armées et l'olympisme. Comme chaque année, les différents corps d'armée ont défilé, tout comme les hélicoptères et autres avions. Présent aussi pour la 2e année consécutive un contingent de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui fait partie du ministère français des Armées et dont la mission est d'équiper les forces armées françaises, mais aussi de préparer l'avenir des systèmes de défense français, aussi promouvoir les exportations de l'industrie de défense français. Justement, l'invité d'Au cœur de l'info ce soir est le patron de la DGA, Emmanuel Kiva. Bonsoir Emmanuel Kiva, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Vous êtes par ailleurs, je le précise, docteur en biomathématiques avec une spécialisation en intelligence artificielle et on va revenir dans quelques minutes sur ces thèmes qui nous intéressent également ce soir. Avant d'évoquer en détail les missions de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, tout d'abord un mot du 14 juillet. C'était la 2e année consécutive qu'un contingent assez important d'ailleurs de la DGA défilait sur l'avenue Foch, donc cette année en raison des JO. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Une immense fierté. Véritablement parce que la DGA, c'est 10 500 hommes et femmes, on va dire 20% de militaires, 80% de civils. Malheureusement, les civils n'ont pas le droit de défiler lors du défilé militaire du 14 juillet. Mais j'avais souhaité déjà l'an dernier remettre à l'honneur pour la première fois cette entité assez extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent au monde de la DGA. Et là, vous avez des ingénieurs de l'armement qui ont défilé, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, c'est un corps différent, héritier par exemple du génie maritime, des commissaires des armées, ancrage armement et des gendarmes de l'armement, ce qui montre toute la pluralité finalement de la DGA, et puis un avion qui a ouvert le défilé aérien. C'est une forme de reconnaissance tout de même pour ce maillon essentiel au sein du ministère des Armées. On répare aussi une injustice. Ce n'était pas normal que les autres corps militaires défilent, et je pense que nous avons une communauté de destin avec les forces. Donc c'est pas simplement pour faire joli à la télé, si vous me passez l'expression, mais véritablement au jour le jour, on travaille tous les jours avec les militaires des 3 armées, de l'état-major des armées. Et donc cette communauté de destin, aujourd'hui, elle s'incarne par cette participation au défilé du 14 juillet. Et c'est le 14 juillet, c'est aussi un moment pour vous de présenter au public les innovations technologiques qui sont portées par la DGA? Oui, on avait une opération de relations publiques aux Invalides. Le gouverneur militaire de Paris nous a accueillis aux côtés évidemment des stands des 3 armées. Qu'est-ce que vous avez pu présenter alors? On a présenté au niveau de la DGA pas mal de choses déjà pour faire connaître cette entité, parce qu'on recrute entre 700 et 1000 personnes par an, et donc c'est difficile de recruter si on vous connaît pas. Donc on a mis des systèmes de réalité virtuelle pour que les gens puissent avoir l'impression d'être dans l'un de nos 18 centres en France, de participer à un essai par exemple. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'innovation. Je vous donne un exemple parmi d'autres. C'est toujours difficile d'en sélectionner un. Par exemple, un système de 2 drones qui travaillent ensemble, l'un étant chargé d'identifier les départs de feu et l'autre étant chargé de les éteindre. Et on voit là toute la technicité qui est nécessaire pour avoir des systèmes qui soient véritablement opérationnels. Vous avez donc à cœur de faire connaître la DGA au grand public. On va revenir maintenant en détail sur les missions de la DGA. Elle a été créée, je le rappelle, en 1961 par le général de Gaulle, un maillon essentiel, je le disais, au sein du ministère des Armées. Vous l'avez rappelé, 10 500 personnes y travaillent, dont 2000 militaires, si je ne me trompe pas. Quelle est l'ampleur, le champ complet de ces missions ? Alors d'abord, c'est la technique. La DGA, elle a une mission essentielle d'expertise technique, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6000 personnes qui sont dans la fonction technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un avion qui vole sans qu'il ait été qualifié et réceptionné effectivement par la DGA, tous les aéronefs militaires. Mais on a également les essais de missiles, les 2 composantes de la dissuasion nucléaire, puisque la DGA, en fait, vous l'avez rappelé, créée par le général de Gaulle pour et par la dissuasion nucléaire.
Et donc le modèle, c'était quoi? C'était d'avoir une espèce de modèle complet permettant d'assurer l'autonomie stratégique de la France. Et pour ça, il faut construire des sous-marins, il faut construire des avions de chasse, il faut construire les armements qui vont avec, il faut construire les communications qui vont avec. Et donc tous ces systèmes-là, effectivement, ça fait partie des missions de la DGA que de les maintenir, de les préparer, d'avoir le dialogue avec les industriels pour pouvoir les développer, et puis de préparer leurs successeurs également. Avec des corps de métier très différents? Extrêmement différents. On a bien évidemment des ingénieurs, beaucoup, c'est la majorité. On a également des techniciens. Et puis on a des gens qui ont d'autres spécialités. On a par exemple des acheteurs. Parce que pour gérer un projet complexe, je rappelle que par exemple un sous-marin, c'est l'objet le plus complexe au monde aujourd'hui. Eh bien, vous avez des myriades de sous-traitants. Il va falloir travailler avec l'industriel, en l'occurrence par exemple le Naval Group, et également avec ses chaînes de sous-traitance. Il va falloir arriver à acheter et acheter dans le tempo qui est compatible de la loi de programmation militaire en vigueur. Dans le contexte qu'on sait de guerre en Ukraine, nous sommes, a dit le ministre des Armées Sébastien Lecornu au printemps dernier, enfin en tout cas il l'a répété parce qu'il avait déjà dit, dans une économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique concrètement justement pour les grands groupes de la défense française et puis les PME aussi qui travaillent main dans la main? Absolument. Alors, vous parliez des grands groupes et PME. Alors on aime bien les acronymes au ministère des Armées. Il y a quelque chose qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire toutes les entreprises qui concourent finalement à notre modèle de défense. Pour vous donner une idée, c'est une dizaine de grands maîtres d'œuvre, les Thales, Dassault, Safran, Naval Group et autres. Et puis c'est 4500 PME et start-up, et qui font partie également de ce modèle-là. Et donc, quand on parle d'économie de guerre, et c'est une expression qui a été prononcée par le président de la République en 2022 lors du salon Eurosatori, on veut dire quoi? On veut dire d'abord qu'on n'est pas en guerre, mais qu'on se prépare éventuellement à participer à une opération, un conflit de plus haute intensité. Et ça, on l'a bien vu en Ukraine, ça nécessite de monter les cadences de production. Et je rappelle que ça fait très longtemps qu'on avait oublié que la production, c'était important. Ce qui était noble, c'était la recherche, c'était le développement. Mais finalement, avec notamment tout ce qui se passe autour des munitions, autour des systèmes d'armes, on se rend compte qu'il est également important de ne pas avoir de dépendance et d'être capable de monter en cadence. Et donc, allez-y, je vous en prie. Justement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de presser la France et de manière générale les Occidentaux à livrer davantage d'armes, de systèmes de défense antiaérienne également pour coller à la réalité du terrain, qui est que la Russie avance dans l'est de l'Ukraine. Le président de la République, en juin dernier, s'y est engagé. Concrètement, quand on a ce genre d'annonce, comment est-ce que la DGA se met en branle ensuite? Alors, elle ne travaille jamais seule. On travaille avec l'état-major des armées et les états-majors d'armée. Et puis, on travaille aussi avec les industriels. Et ça fait effectivement 2 ans qu'on y travaille avec des résultats extrêmement concrets. Vous connaissez le fameux canon César dont on parle beaucoup et qui a été livré à l'Ukraine. Les cadences de production du canon César ont été multipliées par 4 en 2 ans. On a multiplié par 2 les cadences de production des radars, les radars de défense aérienne qui permettent de détecter les missiles, de détecter les drones. Donc ça, ce sont des avancées concrètes. On essaye aussi de regarder dans tout ce tissu de PME quelles sont les entreprises qui pourraient constituer des goulets d'étranglement. On les suit, on les conseille, on les accompagne et on résout les problèmes le cas échéant parce qu'elles n'ont pas de matières premières, parce qu'elles n'ont pas assez de personnel ou qu'elles ont des problèmes de machines critiques par exemple ou d'outillage critique. Donc toute cette économie de guerre, c'est un tout et ça passe aussi par des relocalisations. En 2007, on a arrêté de faire de la poudre en France. Et la poudre, pour les munitions, c'est utile. Et donc, le ministre des Armées et le président de la République ont décidé de recréer une usine de fabrication de poudre à Bergerac, chez la société Eurenco. La première pierre a été posée au printemps dernier. L'usine sera fonctionnelle et opérationnelle dès l'an prochain. Donc, l'économie de guerre, c'est pas un slogan. C'est véritablement quelque chose qui est devenu une réalité. Alors, vous avez commencé à évoquer la nécessité d'avoir une autonomie stratégique en France. Cette volonté est martelée par le président Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe peut, à ce stade, enfin la France et l'Europe, se défendre seule face à des pays comme la Russie, sans les États-Unis? Alors moi, je ne parlerai pas de politique de défense, puisque ça appartient et au ministre, au président et au chef d'état-major des armées, d'un point de vue capacitaire, c'est-à-dire quelles sont les capacités dont nous disposons. D'abord, la France est une puissance dotée. Donc c'est un pays qui est doté de la dissuasion nucléaire qui nous permet de vivre sous une voûte de sécurité.
Et ça, effectivement, on sait le faire et on doit le faire seul parce que c'est véritablement le modèle de l'autonomie stratégique française. Au-delà, bien évidemment, nous travaillons en Europe à constituer une autonomie stratégique et une base industrielle et technologique de défense européenne qui nous permettent d'avoir les moyens de nos ambitions et de nos ambitions importantes en matière de défense, tout en continuant bien évidemment à collaborer, et notamment dans le cadre de l'OTAN. 55% des systèmes d'armes importés en France viennent des États-Unis. La consolidation de cette autonomie stratégique est d'autant plus importante alors que potentiellement Donald Trump pourrait revenir au pouvoir en novembre prochain. Est-ce que ce genre d'échéance Alors moi, je ne fais pas de politique, ça ne m'appartient pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des collaborations extrêmement solides avec nos alliés américains. Je vous donne un exemple, dans le porte-avions de nouvelle génération, vous savez que la France va se doter d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, eh bien c'est avec nos alliés américains que nous travaillons à intégrer ce qu'on appelle des IMALS, c'est-à-dire des catapultes. Vous savez que les catapultes qui propulsent les Rafales aujourd'hui sur le Charles de Gaulle sont des catapultes à vapeur. On va se doter de catapultes électromagnétiques et de brins d'arrêt électromagnétiques, donc c'est une toute nouvelle technologie, et dans ce domaine-là, il n'y a rien qui va changer. En tout cas, je l'espère, je le souhaite, mais je ne vois aucune raison que ça change. Pour ce qui est des exportations maintenant de la France, elle est le deuxième pays exportateur d'armes au monde. À qui on vend et comment on décide à qui on vend ? Je vais compléter la question par pourquoi on vend. Vous avez parlé d'autonomie stratégique. On vend parce que, justement, pour avoir un modèle d'armée complet, il faut avoir un modèle industriel de défense complet. Et pour ce faire, eh bien, le marché intérieur de la France n'est pas suffisant pour assurer sa pérennité. Donc, cette exportation d'armement, elle fait partie du modèle. Et donc, on vend effectivement de manière ciblée, on ne vend pas à n'importe qui. Et d'ailleurs, je rappelle que la vente de matériel de guerre est interdite. Et que donc toute vente se fait par dérogation. Cette dérogation, c'est ce qu'on appelle la SIEMG, et c'est une commission qui se réunit. Elle fait partie des services du Premier ministre. Elle décide d'accorder ou non une licence d'exportation et de donner des conditions d'emploi de cette licence, par exemple d'avoir des certificats de non-réexportation pour qu'on ne puisse pas vendre à un pays qui va réexporter sans contrôle. Et puis on exporte aussi et on coopère avec des partenaires qui nous semblent intéressants et qui sont, comme l'aurait dit le général de Gaulle, des alliés non alignés. Si l'on vend des Rafales en Inde, c'est pas uniquement pour vendre des avions de chasse, c'est aussi pour avoir un partenaire opérationnel dans la région. Les Émirats arabes unis ou la Belgique sont également des modèles de ce type de coopération. Parallèlement aux menaces concrètes liées par exemple à la guerre en Ukraine, à la guerre disons traditionnelle, il y a de nouvelles sortes de menaces qui apparaissent également, qu'on appelle guerre hybride, en provenance notamment de Moscou. Quelles sont les filières du futur que la France doit développer aujourd'hui pour faire face à ce genre de menaces ? En fait, pour mettre en danger un pays, je vous l'ai dit, surtout si c'est la France, c'est pas le missile qui nous fait le plus peur. C'est de mettre à bas notre système de finances, notre système bancaire, notre système de santé. Ce sont des guerres que l'on va mener de manière insidieuse, par exemple, dans le cyberespace, mais aussi dans le champ informationnel. Donc tout ce qui est désinformation, d'autant plus que cette désinformation aujourd'hui, elle peut être outillée notamment par des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc la filière que l'on se doit de développer, c'est une espèce de défense et de sécurité cognitive qui nous permettent quelque part de lutter contre ces manipulations d'informations qui sont évidemment amplifiées par des attaques cyber. Je vous rappelle qu'au début de la guerre en Ukraine, une attaque russe cyber avait réussi à pirater les stations de télévision pour injecter ce qu'on appelle un deepfake, c'est-à-dire une imitation par intelligence artificielle du président Zelensky appelant à déposer les armes. Ça n'a pas marché, mais c'est bien symptomatique de ce type de menace. Autre domaine majeur de l'industrie de défense, le spatial. Cette semaine, la fusée nouvelle génération Ariane 6 a décollé depuis la Guyane française. Un succès qui marque donc le retour de l'Europe dans l'espace. En quoi est-ce majeur ? C'est majeur parce que l'autonomie stratégique d'accès à l'espace est majeure pour nous. D'une part parce que nous avons des actifs dans l'espace que nous préférons lancer nous-mêmes. Je pense par exemple à nos satellites géostationnaires, c'est-à-dire en très haute orbite. Très haute, ça veut dire 36 000 km à peu près, et qui nous assurent des capacités de renseignement d'origine image, renseignement électromagnétique ou communication. C'est majeur aussi parce qu'il y a tout le domaine du New Space c'est-à-dire l'orbite basse, l'orbite à 600-700 km qui doit être exploitée, que on doit pouvoir protéger aussi nos actifs dans l'espace.
l'espace. On a un programme qui s'appelle Yoda, qui nous permet de développer des nanosatellites garde du corps de nos satellites géostationnaires. Parce que vous savez que dans l'espace, c'est un peu le Far West. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de nos actifs spatiaux qui se faisaient régulièrement approcher par des compétiteurs, soit pour les gêner, soit éventuellement pour espionner ou écouter. Et donc on se doit d'avoir cet accès stratégique à l'espace qui n'était plus possible depuis que nous n'avions plus accès au lanceur Soyouz, qu'on avait tiré la dernière génération de fusées Ariane et que le lanceur Vega avait connu un problème. Donc c'est une excellente nouvelle pour le spatial. Et concernant toujours le spatial, vous avez d'ailleurs sélectionné une image d'archive à ma demande, des images du décollage de la navette spatiale américaine Columbia le 12 avril 1981. Voici donc ces belles images d'archives. Pourquoi avoir sélectionné celle-ci dans le cadre de notre conversation ce soir ? Parce que je n'avais pas encore le bac, que j'étais à l'époque en train de regarder, totalement fasciné, ce système qui est le système le plus complexe. J'ai dit que c'était le sous-marin aujourd'hui. Avant, c'était la navette spatiale. Et je me dis que c'est quand même absolument fascinant que l'être humain arrive à construire des machines qui soient capables d'aller dans l'espace, d'opérer dans l'espace, de revenir, d'atterrir et de recommencer. Et ça m'a quelque part donné l'idée, d'un point de vue tout personnel, de m'intéresser véritablement aux sciences et à l'ingénierie, même si je ne suis pas ingénieur moi-même. Et aujourd'hui, j'y vois tout un signe du destin et toute une continuité par rapport à mon métier actuel. Peut-être une toute dernière question rapide, Emmanuel Kiva, sur l'Afrique. Vous y avez effectué l'an dernier le premier voyage d'un patron de la DGA sur le continent, avec cette volonté de développer la coopération sur place. Donc ce voyage vous a amené au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Quelle est l'ampleur et le champ de cette coopération ? Mais finalement, les pays d'Afrique ont des besoins capacitaires et opérationnels qui leur imposent de se doter d'un certain nombre de matériel. Par exemple pour surveiller leur territoire, par exemple pour se défendre en cas d'intrusion. Et il se trouve que ces pays-là sont prêts à ouvrir une coopération avec la France. Nous sommes prêts à les aider à essayer de cloner le modèle de la DGA, à faire les choses localement, avoir un retour industriel sur place. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une coopération efficace si on envoie des pièces détachées ou des systèmes depuis Paris et qu'on ne va jamais sur place. Et moi, je fonde un certain espoir dans ce nouveau mode de coopération. D'autres pays sont en Afrique, je pense à la Turquie, je pense à la Chine, je pense à Israël. Nous, on n'y va pas pour vendre des armements, on y va véritablement pour établir cette coopération gagnant-gagnant avec nos industriels, avec leurs industriels et avec nos armées respectives. Merci beaucoup Emmanuel Kiva d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.